Incontestablement, c'est une valeur sûre de la diaspora camerounaise, l'une de celles qui comptent, qui ont une voix, et sa voix, elle la porte fort pour permettre au Cameroun, pour permettre au continent africain et pour permettre à la diaspora camerounaise d'avoir quelque chose de plus, de positif. Non seulement de la réinsertion, mais aussi de l'adaptation pour faire briller et montrer le flambeau national, le flambeau continental. Elle le fait à travers son cheval de bataille, l'industrialisation, qui, elle, a besoin aussi de redonner les énergies africaines, les énergies camerounaises à l'échelle mondiale, pour permettre effectivement à l'Afrique de briller, de rayonner à travers le monde. Elle, c'est une valeur sûre. Elle, vous la connaissez. Elle, c'est Caroline Gombamsek Baïha, notre invitée pour cette édition spéciale sur For You Télévision. Bienvenue à tous. Eh bien, nous vous le disions, c'est une personnalité. C'est un honneur pour nous de l'avoir dans cette production spéciale avec elle. Eh bien, on va revisiter à peu près sa carrière, on va parler de l'actualité du moment et on va essayer de comprendre à peu près quel est son combat. Son combat, elle, Caroline Gombamsek Baïha. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Et puis, bonne fête de fin d'année. Désolée pour ma voix. Merci beaucoup, pareillement pour vous. Aujourd'hui, on parle de vous et vous me le disiez tout à l'heure. On vous reconnaît à la rue quand vous arrivez au Cameroun par rapport à cette vidéo devenue virale. Racontez-nous un petit peu la scène, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui vous a emmené en Guinée équatoriale et pourquoi aujourd'hui le monde entier ne parle que de vous? Déjà, c'est involontaire. Ce n'était pas prémonitoire ou bien prémédité. Je suis allée chercher un ami à la frontière Kiossi, vraiment en toute simplicité. J'allais comme le citoyen lambda. Je suis toujours le citoyen lambda parce que j'aime rester très discrète. Je suis arrivée, j'ai trouvé une situation où j'ai vu des militaires, des camions militaires, et le commissaire est venu me voir. Je lui ai dit bonjour, elle me dit tu es ici, est-ce que tu es au courant? Je dis non, je ne suis pas au courant. Je dis courant de quoi? Elle dit non. Au moment où elle finissait sa phrase, on entend les gyrophares de l'autre côté, les sirènes de l'autre côté de la frontière à la Guinée équatoriale. Et qu'est-ce qu'on voit? Un camion qui arrive avec, pas un camion, un minibus qui arrive avec des jeunes, femmes enceintes. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, on est en train d'expulser. Je suis d'abord restée à la cabine de la douane pour... en attente, puisque moi j'attendais mon ami, partenaire en affaires, que je devais mettre dans l'avion à Yaoundé. Il était en transit, puisqu'ils ont fermé, la Guinée équatoriale a fermé tous les vols internationaux. Alors la majorité passe par ici. Et ce sont, malheureusement ou heureusement, ce sont des amis, des connaissances à moi, que j'allais chercher, et c'est là où j'ai trouvé cette situation. Et la situation était que on était en train d'expulser des jeunes hommes, des jeunes femmes, et parmi ça il y avait 2 femmes enceintes. Et quand j'ai entendu qu'il y avait 2 femmes enceintes, ça m'a tourné le sang et je me suis dit non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là où j'ai intervenu et je dis non. Le témoignage que ces jeunes font, ils disent qu'ils ont été raflés le 18 et le 21, on les expulse. Vous voyez le gap de temps. Vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quelles sont les conditions de garde? Les conditions de garde et exactement qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ce sont des criminels? Est-ce que ce sont des voyous? Est-ce que ce sont des délinquants? Est-ce que ce sont des terroristes? Est-ce que c'est des questions que je me suis posées. Et tout le monde, non. Ils m'ont, 2 femmes, ils m'ont pris au marché. Vous étiez quoi en train de faire? J'étais en train d'aller acheter des choses au marché et l'autre, elle était en train de vendre ses produits. Et vous êtes là-bas depuis combien de temps? Je suis là-bas depuis 3 ans. Un jeune homme, si j'étais au chantier, avec ses bottes, il était en train de travailler. Il y a l'autre qui me fait comprendre il y a une autre dame qui me fait comprendre qu'elle était, elle allait juste à la boutique. C'est comme moi ici, par exemple, je vais acheter du pain
Et puis je dis aux enfants, bon, restez, regardez la télé, j'arrive, et puis je ne reviens plus. Et demain, on entend que, ou 3 jours, ou 4 jours après, on entend que je suis au Cameroun. Les 2 enfants, ils vont rester avec qui? Et c'est ça qui m'a bouleversée. Ça vous a exaspéré. Plus, il n'y a pas de mots. Je suis une maman. Et je ne vois pas, je suis une maman, je suis une grand-mère, je ne vois pas que des enfants en bas âge restent seuls dans un domicile où la maman n'est pas là. Ils vont faire comment pour manger? Mais ça, cette maman, elle s'est plainte au niveau des autorités. Elle a dit que, mais laissez-moi au moins aller chercher mes enfants. Non, ils n'ont pas voulu, ils l'ont mis, ils l'ont embarqué. J'ai dû, quand vous avez vu malheureusement cette vidéo, j'ai été obligée d'interpeller le secrétaire d'État à la Défense, hein, et qui est en charge, je ne sais plus s'il est en charge des frontières, mais je l'ai appelé, le général Minan, et je lui ai dit que voilà la situation. Et il a eu la gentillesse, l'humanisme de faire repartir cette femme. Bon, je n'ai pas de nouvelles de cette femme puisque je n'ai pas son téléphone de la Guinée équatoriale. Puis, quelle est la situation? Comment ça se... Le lendemain, on a encore rapatrié. Ils ont continué. Ils ont continué à rapatrier 14 personnes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un challenge, c'est un bras de fer qu'ils sont en train de faire entre le Cameroun. Une opération qui a été lancée depuis 1 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens n'ont pas mesuré la portée de cette opération jusqu'à ce que votre intervention soit faite et qu'elle soit devenue virale dans les réseaux sociaux. Mais c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage qu'on me mette guest star aujourd'hui, hein, dans le monde entier à cause de la misère des autres. Franchement, je ne suis pas fière de ça. Parce que normalement, ils auraient dû, le gouvernement, les médias, toutes les organisations internationales devraient réagir. Mais je ne vois aucune. Il n'y a que les télévisions qui sont en train, il y a les réseaux sociaux. Mais je ne vois pas un gouvernement qui réagit, je ne vois pas une organisation internationale qui réagit, je ne vois rien. L'Organisation des migrations internationales qui est basée à Yaoundé, elle fait quoi, hein? L'UNESCO, elle fait quoi? Le HCR, il fait quoi? Commissariat des réfugiés. Voilà, tout ce monde de la... Qu'est-ce que font les organisations? Est-ce que quand vous êtes revenu au Cameroun, est-ce que vous avez discuté, est-ce que vous avez rencontré le ministère des Relations extérieures, est-ce que vous avez rencontré des personnalités en charge de l'immigration au Cameroun? Est-ce que vous avez discuté avec eux par rapport à cette situation? C'est pas à moi de faire leur boulot. C'est pas à moi de les chercher. C'est pas à moi. Moi, j'ai pas fait leur boulot. Moi, j'ai réagi parce que je suis une mère qui a vu des enfants qu'on rapatriait. Et je le fais. Si je suis en Europe, moi, je n'ai pas besoin d'aller voir un ministre ou bien une organisation internationale pour faire mon travail. Je le fais. Je travaille. Ils peuvent aller fouiller dans toutes les archives. J'ai une association qui s'appelle Sirtin Lydia Foundation, qui est créée depuis 2004. Hein? Je lutte contre la traite des femmes et des enfants. J'ai eu à découdre de certaines situations en Europe pour protéger les sans-papiers. Nous, les sans-papiers, on les expulse pas. On leur donne une aide judiciaire, on les assiste avec un logement, on ne les fait pas maintenir en détention, on leur donne une aide psychologique et on leur donne la possibilité de rentrer chez eux volontairement avec l'Organisation de migration internationale. C'est ça. Et en plus, on les réinstalle dignement dans le pays qu'ils ont choisi. En gros, il y a une procédure d'accompagnement de ces personnes-là. Et quand on parle de procédure avec ce qui s'est passé en Guinée équatoriale, aujourd'hui on se pose la question, que sont devenus le matériel? Parce que ces jeunes ou ces femmes, ces hommes en général, ils ont du matériel, ils ont... Mais ils ont une vie. Ils ont une vie, carrément. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ce matériel est ramené au Cameroun? Est-ce que... Rien, puisque quand vous regardez, il paraît qu'il y a une autre vidéo qui est sortie. Ils n'ont rien, et ce n'est pas qu'il paraît, moi-même j'étais là. J'ai entendu le témoignage. Ils disent qu'ils n'ont rien, même pas leurs papiers. Comment on appelle ça? Les propriétés qu'ils ont. Ils ne peuvent rien prendre. Absolument rien. Alors, même les téléphones. On a pris leur téléphone. Alors, vous voulez qu'ils communiquent avec qui si on prend leur téléphone? C'est ça la question. Ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils reviennent. Quand vous êtes expulsé et que vous revenez les mains vides, comment ça se passe? C'est une question qui est posée. Finalement, aujourd'hui, il y a un rapport qui se crée entre la diplomatie de Yaoundé et celle de Malabo.
et peut-être, je dirais même un rapport de force. Aujourd'hui, comment vous appréciez ça, vous qui avez effectivement aussi un apport sur les relations internationales, comment vous voyez, est-ce qu'il y aura une montée de tension, est-ce qu'il y aura une escalade? Je ne pense pas, puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à expulser les Camerounais. Alors maintenant, est-ce qu'il faut savoir, est-ce que le ministère des Relations extérieures du Cameroun a le dossier sur la table et qu'est-ce qu'il fait? Je ne peux pas dire parce que je ne vois pas de réaction. En ce qui concerne de l'autre côté, vous avez vu le vice-président qui est en train de faire des grands discours en parlant de la souveraineté d'un État, tout ça. Mais je ne vois pas ce que la souveraineté d'un État vient faire dans les expulsions. Dans la gestion de la vie humaine, enfin, dans la gestion de la vie humaine. On ne leur a pas dit de ne pas expulser. Expulsez même les chiens si vous venez. Si vous voulez même les poulets, ça ne nous regarde pas. Mais ce qu'on dit, c'est la procédure d'expulsion. Je dis bien, vous voulez expulser tous les étrangers qui sont chez vous, vous êtes libre. Mais suivez la procédure. Suivez la procédure. Si vous n'arrivez pas à suivre la procédure, mais tant pis pour vous. Nous allons, il y a des outils juridiques qu'on va utiliser. Il y a des traités internationaux qu'on peut aussi utiliser contre vous. Mais là, nous ne sommes pas là à ce niveau-là. Nous sommes en train de vous poser les questions. Pourquoi vous expulsez les Camerounais à cette période où nous allons avoir un grand événement? C'est là la question que je pose à la Guinée équatoriale. Vous voulez l'organiser avec le Cameroun? Il n'y a pas de problème. Il fallait demander ouvertement. Puisque tout le monde est en train de dire que le Cameroun n'était pas prêt. Mais il fallait dire que nous aimerions organiser la CAN avec vous, comme on a organisé avec le Gabon. Vous voulez? Mais moi, c'est ce que je me dis. C'est la jalousie interne qui les dérange actuellement, ou bien qu'est-ce qui les dérange en ce qui concerne les Camerounais? Qu'est-ce qui dérange la Guinée équatoriale maintenant? Qu'est-ce que les Camerounais vous ont fait? Ils travaillent chez vous, ils sont vos femmes de ménage, vos chauffeurs, ils cultivent pour vous, ils sont dans vos chantiers, dans les grands hôtels, ils sont dans vos ministères. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui ne va pas entre le Cameroun, entre le Camerounais? Non, entre l'équato-guinéen et le Camerounais. C'est notre intelligence, c'est notre beauté, c'est notre savoir-faire, c'est notre liberté. Parce que nous, on a une liberté, comme on a une liberté d'expression. On a toutes les libertés. Nous, on n'a pas besoin d'avoir du pétrole pour devenir des... Et encore. Voilà. Nous, on est simple, on vit dans la simplicité. Et en plus, nos soldats sont là, ils souffrent, ils travaillent. Ils défendent l'intégrité de notre pays. Les vôtres, on ne leur a pas demandé de ne pas faire la même chose. Moi, je pose la question à la Guinée équatoriale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez du Cameroun? C'est tout. Nous avons évoqué l'aspect souveraineté. Alors, c'est un droit. Et puisqu'on parle de droit, il y a le droit international humanitaire que vous évoquiez tout à l'heure. Mais il y a aussi le droit, finalement, parce que ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y en a qui ont des papiers qui ont été expulsés. Bien sûr. Là, je n'en parle pas parce qu'ils vont dire, ils vont trouver le malheur avec la Guinée équatoriale. Je n'ai pas de problème personnel avec la Guinée équatoriale. J'ai travaillé en Guinée équatoriale, c'est-à-dire que j'ai organisé des choses en Guinée équatoriale. J'ai même proposé un trophée pour la première dame de la Guinée équatoriale. Hein? En 2018, j'ai proposé un trophée international qu'ils ont balayé de la main. L'entourage de la première femme l'a balayé de la main, mais on n'a rien fait au 5e sommet des chefs de l'État au Diblo, Grand Hôtel Diblo. Mais on n'en a pas fait une tartine, on n'a rien fait. On a dit, ok, vous avez balayé ça de la main parce que elle nous a remerciés, cette dame nous a remerciés. Je pose la question au président Obiang-Nguema. J'espère que ça va lui arriver, que cette image va lui arriver. Excellence, Monsieur le Président de la Guinée équatoriale, est-ce que c'est vous qui instruisez ces expulsions? Si oui, pourquoi? Vous êtes notre père, on vous a toujours aimé. On vous a placé pendant les plus grands bâtisseurs de l'Afrique et panafricains. Vous avez construit une université panafricaine à Mongomo. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Diblo? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous expulsez vos enfants? C'est la question que j'aimerais lui. Vous êtes, vous et le président Paul Biya, vous êtes des frères. Moi, la question, pourquoi vous laissez faire ça? Moi, je suis dépassée, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement, cette affaire. Ça dépasse l'entendement.
les Camerounais arrêter d'être intelligents parce qu'à la force du... J'ai l'impression parce que nous sommes intelligents. On nous prête... Alors ce serait peut-être aux Camerounais d'arrêter d'aller en Guinée équatoriale? C'est ce que je leur demande. Vous allez faire quoi en Guinée équatoriale? On va me répondre. Un Eldorado il y a une dizaine d'années aujourd'hui. Peut-être le parallèle avec le Cameroun aujourd'hui. Bon, enfin. Allez dans les trottoirs, allez juste à côté là, juste en face là. Vous voyez la vie du Cameroun alimentaire. Le Cameroun est autosuffisant alimentaire. Nous avons tout, nous avons toutes les richesses. On a toutes les beautés, toutes les cultures du monde. Attends, vous voulez, nous sommes la petite Afrique, pourquoi? Nous sommes le poumon de l'Afrique. Et on veut détruire le poumon de l'Afrique. On veut détruire, déstabiliser notre pays tout simplement parce qu'il y a des mains exogènes en complicité avec des mains endogènes qui veulent déstabiliser le Cameroun. Mais tant qu'il y aura des gens comme nous, comme vous, comme les médias et d'autres enfants qui vont se lever et dire que non, vous n'y arriverez pas, vous savez, ce n'est pas la personne qu'on va tuer. L'esprit est déjà parti. L'esprit de dire, quand quelqu'un a commencé, nous allons continuer. Même s'il m'arrive quelque chose demain, je sais que des milliards d'Africains ont vu aujourd'hui qu'il y a une femme qui peut se lever pour leur intégrité, pour défendre leurs droits et aussi pour crier à la voix du monde que non, on arrête. Encore que vous ne le faites pas seulement depuis quelque temps, on en reparle dans la deuxième partie d'émission. Messieurs, mesdames, merci de nous suivre. Vous êtes sur For You Télévision. On rappelle vos réactions sur notre plateforme Facebook, mais aussi sur WhatsApp. Vous continuez de nous envoyer vos commentaires et participer à ce grand programme exclusivement consacré à Caroline Gomba-Msek, qui est notre invitée dans cette édition. Nous vous le disions donc, avec elle, on évoque aussi son côté femme entreprenante. Il y a 5 ans déjà, vous lanciez, Caroline, votre propre entreprise, en tout cas cette entreprise-là qui, à l'échelle internationale, avait pour vocation d'apporter de l'aide aux personnes de la diaspora, on en parlait tout à l'heure, pour leur réinsertion, entre guillemets, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Comment ça se passe aujourd'hui et quel est le niveau d'avancement? Nous allons prendre 2 aspects. J'ai l'aspect humanitaire, c'est-à-dire que j'ai créé une fondation en 2004, Stirting Lydia Foundation, à la mort de ma fille, qui est morte d'une mort bizarre à Kono, au Cameroun, et dont je n'ai pas digéré. Mais j'aurais pu détester le Cameroun. Vous voyez, c'est que j'aime tellement mon pays que j'ai même avalé la mort de ma fille, hein, et je me suis régénérée. La douleur est toujours là, elle est juste enterrée, juste à côté, là, dans, je sais, c'est Bonangang ou quelque chose comme ça. J'irai la voir, hein. Elle est enterrée juste pas loin. Et je peux vous dire que j'ai, comment dire, je me suis juré que je ne verrai plus jamais une maman pleurer. Et j'ai fait tout en Europe pour que je puisse aider les femmes, aider les jeunes, aider les parents à faire en sorte que leurs enfants puissent vivre avec le sourire. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis allée en Afrique de l'Ouest, on me connaît beaucoup en Afrique de l'Ouest, en Europe. Je n'aime pas dire ce que je fais. J'aime que les gens découvrent ce que je fais. Et c'est maintenant que les gens sont en train de découvrir ce que je fais. Ensuite, en 2016, je crois, si je 2016. Oui, en 2016, j'ai créé la QMC, Queen Mother Consultancy. Pourquoi j'ai créé Queen Mother Consultancy? C'est tout simplement parce que j'ai été intronisée, reine-mère du développement. Mon nom au Ghana, par le roi Ashanti, paix à son âme, il vient de mourir il y a quelques mois, le chef traditionnel Ofanso, traditionnel consul de Ofanso. Il est décédé et il m'a nommé au nom de sa mère, reine-mère du développement qui s'appelle Nana Teboa. Normalement, je m'appelle Nana Teboa au Ghana. Et qu'est-ce que j'ai fait au Ghana? J'ai essayé d'apporter le développement dans beaucoup de secteurs, que ce soit dans le logement social, dans l'agriculture, dans l'humanitaire. Et j'ai été nommée parce que je venais de rapatrier un jeune prince qui venait de décéder aux Pays-Bas
juste après avoir obtenu, après une longue bataille pour qu'il puisse avoir son permis de séjour, c'était un sans-papier. J'ai suivi une procédure, voilà, parce qu'il est tombé malade. Il a eu un problème avec, avec ses yeux, il est devenu aveugle et voilà. Et j'ai réussi à obtenir son permis de séjour. Le jour où j'obtiens son permis de séjour médical, il m'appelle, il me dit « il faut que je te voie », c'était dans la nuit. Et l'hôpital m'appelle, je dis « mais dans la nuit, je suis quand même allée ». J'ai appelé une de mes amies et je venais d'avoir encore une autre opération de ma jambe. Et arrivé là-bas, je trouve un jeune qui me dit « merci ». Je dis « mais attends, tu me dis merci, tu vas où ?» Il dit que je voulais te voir avant de partir. Je dis, tu voulais me voir avant de partir? Il me dit, ça va pas, je suis en train de partir. Je dis, bon, si tu pars, tu m'amènes avec toi. Dans la blague, pour le faire rire. Et il me dit qu'il voulait que je le prenne dans ses bras. Alors je l'ai pris dans ses bras et il m'a dit, God bless you for everything you are doing and I will never forget about you. Please, just bring me back home. Promise me that you are going to bring me back home. Je lui ai dit, ok, je vais te ramener à la maison et puis merci pour les bénédictions. Et puis c'est comme ça qu'il est mort dans mes bras. Il avait quel âge? Il avait 38 ans. Hein? Et là, j'ai eu la rage. J'ai dit, plus jamais un enfant va mourir à l'extérieur. Mais j'en ai tellement rapatrié d'autres. J'ai rapatrié des Camerounais. Vous voyez, il y en a beaucoup qui traversent les mers, mais ça, j'en parle pas. Quand ils arrivent, il faut les ramener, c'est toute une procédure. C'est toute une procédure. Il y a beaucoup de conférences, j'ai assisté à beaucoup de conférences pour essayer de convaincre les chefs d'État, hein, les représentants des chefs d'État qui vont dans les réunions. Ça ne sert à rien d'aller dans les réunions seulement pour les perdièmes, bon Dieu. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a un travail à faire. Les gars, ils vont en réunion, des grands hôtels, les perdièmes, mais à la fin, le résultat est où? Hein? Moi, je n'ai pas de perdième quand je vais dans une réunion. Je n'en prends même pas. Et je trouve l'hôtel le moins cher pour pouvoir rester à l'hôtel. Ce n'est pas parce que je veux. C'est tout simplement parce que je suis venue faire un travail. Aujourd'hui, on a créé la Commission européenne a créé des centres de rétention. C'est ça, oui, oui. Au Niger, nous avons des centres de rétention. En Libye, nous avons des centres de rétention. En Italie, nous avons des centres de rétention. En France, nous avons des centres de rétention. Dans beaucoup de pays, nous avons des centres de rétention. Mais merde, nous ne sommes plus... Excusez-moi du tout. C'est pas grave. Nous ne sommes plus au temps de la Troisième Guerre mondiale. Hein? Ce qui se passe actuellement, je suis en train de voir que nous sommes en train de revivre... De régresser, en fait. De régresser. Vous voyez Hitler, quand il poursuivait les Juifs, qu'est-ce qu'il faisait? La déportation. La déportation. C'est la même chose qu'on est en train de vivre là. Ça, les camps de... C'est quasiment l'équivalent de... C'est l'équivalent de la déportation. Exactement. Ça dit que vous êtes en train de... On est en train de... Comment on appelle ça? De revenir 50 ans en arrière. Au lieu d'aller de l'avant et essayer de voir... Nous sommes tous égaux devant le droit et les hommes. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Beaucoup de pays... Et chaque c'est pas beaucoup, c'est tous les pays. Les 185 pays des Nations Unies se basent sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les constitutions sont basées sur la Charte des droits de l'homme. Le premier article, nous sommes tous droits égaux. Devant qui? Concrètement, votre travail, il faut quand même le préciser à nos téléspectateurs, c'est effectivement de jouer cette passerelle entre les différentes diplomaties, entre les gouvernements étrangers, en tout cas du moins occidentaux, et les gouvernements africains. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une politique d'immigration qui est menée par l'Afrique par rapport à ce que, en tout cas en contrepoids de ce que nous proposent aujourd'hui les Occidentaux, dont on parlait tout à l'heure des centres de rétention, avec ces problèmes d'immigration que l'on rencontre aujourd'hui à travers le monde? Il y a une politique d'immigration qui essaye d'être suivie par les pays africains. Mais attendez, quand on vous donne la carotte et le bâton, comment vous voulez suivre? C'est impossible, on ne peut pas avoir la carotte et le bâton. Hein? L'Afrique a besoin de quelque chose. C'est de changer mindset, c'est de changer sa mentalité. Dès que nous aurons changé nos mentalités, d'arrêter de courir derrière de l'argent et oublier son voisin, on y arrivera. Hein? Dès qu'on aura fini de courir derrière le pouvoir et de tuer son voisin, on y arrivera. Vous voyez, aujourd'hui, on a les organisations internationales qui sont
installés en Afrique. Maintenant, je ne parle plus du Cameroun, je vais parler en général. Vous constatez que il y a la conférence de La Valette qui est spécialisée sur l'immigration africaine. Hein? Vous avez entendu de la conférence de La Valette. La conférence de La Valette, c'est une conférence où on doit trouver des solutions pour éviter que les Africains viennent en Europe. Et on instruit les chefs d'État. On ne leur dit pas, on les instruit. Des pays souverains, des représentants d'États de pays souverains. On ne les écoute pas. Vous allez faire ceci. On va chercher de l'argent pour faire cela. Non, on ne doit plus faire ça. Nous, les citoyens africains, on doit dire non. Nous sommes capables de nous occuper de nos propres ressortissants. La diaspora aujourd'hui a un rôle à jouer. La diaspora utile. Ben, allons-y justement, je l'avais prévu dans le conducteur. C'est qui la diaspora aujourd'hui? Je voudrais chuter et je savais que nous avons un rôle à jouer, c'est d'être les ambassadeurs de nos pays dans les pays d'adoption et d'accueil. J'ai bien dit ambassadeur. Ambassadeur veut dire que vous devez respecter les lois du pays dans lequel vous résidez. Oui, d'adoption. Les pays d'adoption, vous devez respecter leurs lois et leur constitution. Moi, je suis dans un autre pays, puisque je suis aussi au Cameroun, je dois respecter la constitution du Cameroun. Hein? Mais si vous ne le faites pas à l'extérieur et que les pays d'adoption vous donnent le push-up de détruire le pays que vous êtes d'origine parce qu'ils ont des intérêts économiques et politiques, si le pouvoir en place tombe, vous comprenez qu'il est très facile de manipuler une diaspora qui est futile. Pour moi, ce sont des personnes qui ont actuellement un problème d'identité. C'est-à-dire que, comme elles n'ont pas réussi à avoir leur permis de séjour, ou bien qu'ils ont un permis de séjour et qu'elles n'arrivent pas à s'adapter au système camerounais, elles sont maintenant en train d'affabuler, elles sont en train de vilipender, elles sont en train d'apporter des choses diverses. Quel regard est-ce que vous portez sur cette diaspora-là? Parce que ça fait partie des principaux axes de progression du Cameroun, de ces conférences qui ont eu lieu, de ce grand dialogue national qui a eu lieu ici au Cameroun il y a quelques années. Aujourd'hui, la diaspora est une place importante d'un pays, et pour le Cameroun particulièrement, notre diaspora, on se pose la question déjà de savoir qui appartient à cette diaspora-là et quel est le vrai rôle, le véritable rôle qu'elle doit jouer pour les Camerounais. Le mot diaspora, tout le monde emploie la diaspora. Le Cameroun a combien de régions? 10. 11. La diaspora camerounaise est la 11e région. La diaspora camerounaise est celle qui est en Guinée équatoriale, c'est une diaspora. Mali, c'est une diaspora. Ce n'est pas seulement la diaspora qui est en Occident. Non. Maintenant, l'Afrique a combien de régions? 6 régions. Parce que, oui, ça vous surprend, hein? Oui, allez-y. Voilà. La 6e région a été déclarée au Conseil des chefs d'État à Maputo en 2001. Ils ont signé la déclaration de créer la 6e région qui est la diaspora. On appelle ça les déquets. Oui. Par la résolution 3Q de l'acte constitutif de l'Union africaine. Voilà. Pour vous dire que maintenant, la diaspora, ce n'est pas seulement un groupe, c'est une région, c'est une personne qui a de la valeur. C'est un groupe de personnes qui a de la valeur, qui viennent de toutes les souches sociales de la communauté, des personnes. Nos parents qui ont été déportés, hein, sont des personnes qu'on a déplacées involontairement parce qu'ils ne voulaient pas. On a obligé de déplacer, dont on appelle l'esclavage. Hein, et ces personnes ont eu des enfants. Et ces enfants dans les pays de déportation, c'est la diaspora. Moi, je suis de la diaspora camerounaise. Comme ici au Cameroun, je peux être de la diaspora européenne. Parce que j'ai du sang. Voilà, comme vous voulez. Voilà. Bon. Quand vous regardez la diaspora camerounaise, nous revenons sur notre contexte,
La diaspora camerounaise qui est actuellement en Europe est une diaspora qui est manipulée. Elle est manipulée pour un fait bien précis, déstabiliser le Cameroun. C'est tout, c'est rien d'autre. Le Cameroun aujourd'hui est la cerise sur le gâteau de plusieurs pays. Le président de la République, Paul Biya, déclare la guerre en 2014 contre le terrorisme. Pendant le mini-sommet de la paix à Paris. Là, la Séléka comment on appelle ça? La Séléka augmente, hein? Elle reprend des forces. Elle prend des forces et grandit en République centrafricaine. Elle grandit avec tout ce qui se passe après en RCA. Ensuite, vous avez l'extrême nord, Boko Haram, qui lui alors n'en finit pas. Bon, bref, et après, on a l'Est, le Nozo du Cameroun. L'Est déjà aussi, oui, mais le Nozo... Oui, le Nozo. Et maintenant, moi, je ne serais pas surpris qu'on utilise les groupes dont je ne citerai pas les noms parce que j'ai toujours dit que je ne fais pas de la publicité au vent. Quand le vent passe, il passe. Je ne le regarde pas. Non, vous savez, quand vous avez vu, je prends un exemple. Ouais. J'ai eu, malheureusement, le fait d'avoir la personne qui a mis la vidéo sur la toile. Sur la toile. Merci pour elle. Hein. Si elle a bien fait, si elle n'a pas bien fait, je ne peux pas le dire. Mais honnêtement, moi, ça me pourrit la vie. Ça me pourrit la vie parce que je ne peux plus me circuler librement comme je faisais sans que... Vous reconnaissez partout dans la rue. Partout, je n'ai pas envie d'être une star dans ce genre-là. C'est des conneries pour moi. Parce que quand vous devenez une star dans ce genre de situation, est-ce qu'il faut devenir une star quand vous faites de la prostitution, quand vous jubilez, quand vous êtes... comment on appelle ça? Vous défendez la misère, vous devenez une star? Non, je ne suis pas une star. Au contraire, c'est pathétique ce qui se passe. Et je pense qu'il faudrait qu'on essaye de trouver des solutions. Et c'est le gouvernement qui doit décider. Et je vois aujourd'hui dans les médias, on interpelle un pays, le Gabon. Les Gabonais commencent à interpeller le président Paul Biya pour que quoi. Je ne suis pas là pour quoi que ce soit. Je suis là pour défendre les intérêts du citoyen lambda et de défendre un drapeau que j'adore le plus au monde, c'est le vert rouge jaune. Du Cameroun. Il y aurait tellement de choses à dire avec vous, mais bon, on va prendre deux dernières questions avant de se séparer. La première, quel est votre travail dans la réinsertion de ces personnes de la diaspora-là finalement? Bon, dans le cadre il y a un programme de l'Organisation mondiale des migrations, c'est international. C'est un programme c'est la réintégration volontaire. Et puis la réintégration des sans-papiers, des personnes en situation irrégulière, et les high skills, c'est-à-dire le retour des intellectuels. Il y a des programmes qui sont établis avec les gouvernements, les ambassades et aussi ces organisations-là pour qu'on puisse sélectionner les personnes qui veulent rentrer et arranger leur accueil à l'extérieur, dans le pays tiers ou dans le pays d'origine, pour qu'ils puissent partir. Je parle des sans-papiers maintenant. Pour qu'ils puissent partir on leur donne une formation de 6 mois. On trouve une entreprise à l'extérieur qui les forme et on trouve une succursale ou bien une autre entreprise dans le pays qui peut l'accueillir. Ils ont une aide judiciaire, comme je vous ai dit, ils ont une formation, ils ont du matériel qu'on leur donne, on leur donne des financements, hein, et ensuite, on essaie de les réintégrer dans le pays d'accueil. Maintenant, les high skills, les personnes qui sont obligées d'être intelligents comme moi, on revient avec des projets bien précis, comme le salon de l'industrialisation que nous avons fait du 18 au 22 novembre à Yaoundé. Nous avons amené toutes les grandes, je peux vous dire, des sommités avec des budgets de plusieurs milliards. On revient, on a commencé par ce salon pour pouvoir demain créer des emplois, des unités de transformation. On avait par exemple le docteur Doni Aminou, le directeur du directorat de l'Agence spatiale européenne. On a eu le représentant Aboubakar Akere de la banque de la BID, la Banque islamique de développement.
On a eu M. Bengrin Mahfoud de la BADE, la Banque arabe de développement des États africains. Voilà. Pour vous dire qu'on a beaucoup de portefeuilles pour pouvoir travailler. Une des questions que vous avez évoquées justement à ce salon de l'industrialisation, c'était la reprise des industries africaines en cette période de pandémie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quel est le message que vous leur avez transmis? Parce qu'elles sont en quête aujourd'hui de financement un peu de partout par rapport à cette reprise en main, parce qu'elles se retrouvent dans une situation où elles ont été obligées, elles vous l'ont dit, ces entreprises-là, de licencier. Beaucoup ont, justement, puisqu'on parlait de diaspora, ont eu à ramener à employer des jeunes qui travaillent un peu de partout en Afrique. Quel est le levier que vous avez pu déclencher pour leur permettre peut-être à travers votre salon international d'avoir peut-être des espoirs pour 2022 par exemple, puisque nous sommes à l'aune de l'année? Le salon aura, je vais vous rassurer quelque chose. Nous avons tellement eu d'engouement que beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'on organise encore le salon au Cameroun. Le salon sera organisé au Cameroun en juillet, du 1er août au 7 août, après la célébration de la journée de la femme africaine. Pourquoi? Parce que nous allons mettre la femme africaine en avant encore une fois, mais dans le secteur comment obtenir des financements pour pouvoir impulser l'industrialisation au Cameroun. Vous m'avez posé la question, elle est très pertinente. On a encouragé les multinationales à réduire les salaires, mais ne pas licencier. Parce que quand vous licenciez, vous faites du mal à une famille. Mais c'est mieux de réduire les salaires des employés et garder tout le monde, jusqu'à ce que nous puissions trouver des solutions pour pouvoir remonter l'échelle ensemble. Maintenant, au niveau de l'industrialisation en elle-même, nous avons déjà des partenaires financiers. Nous allons créer des unités de transformation dans des pôles bien précis que nous avons choisis. Et ça sera la surprise de 2021-2022, puisque là, nous sommes déjà en train de travailler sur le terrain. C'est pour ça que je suis encore là. Je ne suis pas encore partie. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. L'après-salon. Et malheureusement, c'est ce qui va faire en sorte que nous puissions réduire l'exode rural, et aussi créer des emplois pour que nos jeunes ne puissent plus aller à l'extérieur et avoir de l'emploi. Tant que vous n'aurez pas créé de l'emploi, vous aurez toujours une migration illégale. Vous voyez? Et voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler. Et ça rentre dans le contexte de réduction de l'immigration clandestine, création d'emplois, en utilisant ce que nous avons sur le terroir, en améliorant ce que nous avons déjà ici. On ne vient pas prendre la place de quelqu'un. Et on améliore même la rentabilité. Vous voyez que je ne suis pas là pour prendre la place d'un ministre du Commerce ou d'un ministre de l'Industrie. Je suis là en train de mettre en place un système qui a... Est-ce que vous recevez de l'accompagnement justement du Cameroun, par exemple, ou des gouvernements ou des ministères par rapport à... J'ai vraiment l'accompagnement, j'ai eu un accompagnement institutionnel du ministère de l'Industrie. Hein. Quand je dis institutionnel, il faut bien être clair, c'est signer des documents, c'est proposer des documents, de remettre les documents, hein, et payer aussi pour qu'on les distribue. Voilà, c'est l'aide institutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que vous donniez de l'argent à votre courrier pour qu'il aille, pour que votre courrier soit dispatché. Il faut mettre de l'essence dans la moto. Voilà l'aide institutionnelle que j'ai eue. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous dire que je n'ai rien eu pratiquement. Et je leur en remercie. Ils m'ont donné une très grande leçon que le Camerounais doit travailler à la sueur de son front sans compter sur les ministères qu'on leur donne qui disent institutionnels. Par contre, le MINEPAT, le ministère de l'économie, il m'a impressionné. C'est-à-dire que nous étions dans des difficultés pour organiser parce qu'on avait du retard. Ce ministère m'a soulevé au niveau. Ils ont trouvé des partenaires financiers. Ils ont trouvé des experts. Ils ont boosté le travail. Nous avons eu l'assistance du MINADER. Le MINADER n'a pas pu être présent, mais ce qu'il a fait, nous sommes des experts aujourd'hui. Moi, je suis une experte en noix d'acajou et le MINADER est en train de trouver des solutions
Le Cameroun, je ne sais pas si vous êtes au courant que le Cameroun a pris la présidence du CICC, le Conseil international du Conseil de Cajoua. Le Cameroun a pris la présidence et on vient de finir le séminaire. Il y a des projets qui sont mis en place. Le MINADER nous a soutenus. Le MINEPIA, le ministère de la Pêche, pareil. Il n'a pas eu le courrier en temps réel. Il n'a pas eu les informations en temps réel. Dès qu'il a eu vent que j'étais ici, il m'a reçu à son ministère et le lendemain, tout avait marché. Tous les programmes, le PD, il y a un programme qu'ils ont fait là, je ne sais pas, le nom m'échappe, mais tout ça est dans le rapport et vous aurez ça dans le site. Nous avons eu d'autres ministères, le ministère du Tourisme qui a aussi réagi, mais les ministères les plus importants qui devaient, le ministère des Relations extérieures qui se dit assister, La diaspora n'a rien fait. C'est-à-dire que les courriers ne sont pas arrivés en temps. On devait avoir comment on appelle ça? On devait avoir la Tunisie. La Tunisie a eu le courrier en retard. Et tous nos partenaires, on avait plus de 100 entreprises qui devaient venir au Cameroun. Ils n'ont pas pu venir tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le courrier en temps réel. Ce n'est pas que je casse du dos. Je casse du sucre à ces ministères-là. Mais notre premier ministère n'a même pas été informé. C'est moi qui informe le premier ministère, quand je finis le salon. Vous voyez, ce sont des choses où on me dit Paul Biya. Voilà Paul Biya. Je voudrais poser la question un peu aux citoyens lambda. Comment marche l'administration? Un gouvernement, il est constitué d'un chef d'État. Et après, d'un premier ministre. Et le ministre qui est chef du gouvernement. De ce fait, le président de la République nomme un premier ministre. Et le premier ministre, maintenant chef du gouvernement, conduit l'action gouvernement. Mais maintenant, si ces ministères, certains de ces ministres, ne respectent pas le Premier ministre, vous pensez qu'ils respectent le président de la République? Mais ils ne foutent rien. Je le dis durement, mais ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont... Et demain, on fera du dilatoire sur une personne qui dit, oui, mais venez faire du dilatoire. Moi, je vais vous mettre ça, carte sur table. Et ce sont des choses qui nous mettent à mal à l'extérieur. Et on dit, le Camerounais, le président de la République, Paul Biya, ceci. Non, il faut arrêter. C'est qu'on ne suit pas, certains ministères ne suivent pas l'action gouvernementale. Ils ne suivent peut-être pas le mouvement qui est en place. En tout cas, on va vous le dire, le mouvement, il se fait aujourd'hui autour de Caroline Ngom-Absek. Merci d'être venu avec nous. Une dernière question. Do you have a word to say maybe to those government or foreign states about African or continental industrialization? Yes, I have to. I have to tell them that each country has its sovereignty. So we have to respect that. They have to respect that. Because I just want to give an example. When a foreign country is having internal problem, as a Cameroonian, I born, as Cameroonian, I am in my heart. One country. I never saw the head of state react on what happened to another country. So they have to mind their own business and let Africa mind their own business. Whatever is happening here is African cup of tea business. Whatever is happening there is their business. Let us move on the way Africa wants to move on. Nobody has to dictate Africa for what they have to do and how they have to do it. What is important for us today is that we need to be free in mind, and yes, free in mind. We have democracy. They don't have to say that Africa don't have democracy. We can talk. We are capable to work with them. We just need to respect the cooperation. It is very important for us to respect each other, so that and nobody is the boss of anyone. Yes, you are laughing, but it's true. It's true. Nobody is the boss of everyone. It's not because you have how did you say?
a nuclear weapon that you have to control the world. Where is coming? For you to have the nuclear weapon, you need to have uranium and all those natural resources. Where is that natural resources? In Africa. That's why they want to control Africa. So that if one of them, we lack one of state of Africa to have nuclear weapons, so then they will keep us quiet. Yes, we will be quiet. So I think all the head of states of Africa need to think how they are going to create also their own nuclear weapons, so that when they want to push in the button, they say, okay, no, we are not doing anything. Be very careful. So everybody has to be free, and we need to think. Pensez à une Afrique généraliste, une Afrique qui redéfinit ses priorités, une Afrique qui pense à son avenir à travers l'industrialisation, comme elle l'a dit, mais aussi à travers la gestion de sa diaspora ou de ses immigrés. Elle s'appelle Caroline Gobamsek Baïha. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Okay, c'était un plaisir. Okay. Nous, on se retrouve sur une autre émission spéciale pour une nouvelle année 2022. À très vite. Bonne année à tous. Bonne année aux Camerounais, bonne année à l'Afrique. Merry Christmas is already past, but Happy New Year. All the best. Bye bye.